Voilà une chose qui est à la fois semblable à ce que nous faisons comme avocats aujourd'hui. On se voit dans le même monde, est tout à fait différent. N'oublions pas qu'il est avocat et politicien en même temps, mais la différence entre les deux n'est pas aussi claire qu'aujourd'hui. Il se retrouve d'abord dans l'incendie devant un problème de travaux publics. D'une part, une préoccupation tout à fait typique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va organiser la lutte contre les incendies? Comment est-ce qu'on va empêcher les catastrophes futures? D'autre part, on voit là deux choses. D'abord, la crainte de l'association qui va être formée. Il assure l'empereur que ça va être peu de gens et qu'on pourra facilement voir à ce que cette association ne soit pas détournée dans un autre but. Mais plus généralement encore, il y a là, et dans les causes qui suivent, dans les lettres qui suivent, une relation tout à fait non moderne entre l'auteur de droit, également peut-être avocat, mais aussi administrateur, et l'empereur. L'empereur a non seulement la position de dictateur, mais la position de juge en chef. On pose la question à l'empereur, comment résoudre les questions devant lui. Sur l'incendie et l'association, on pourrait peut-être même penser que ce n'était pas une chose complètement étrangère à ses fonctions. Mais sur le reste, d'une part, il est préoccupé par la construction des statues pour sacrifier à l'empereur, donc pour glorifier l'empereur. Il est impliqué dans ce qu'on aurait appelé dans certains pays au XXe siècle un culte de personnalité pour glorifier cet homme. Et d'autre part, il lui soumet des causes qui aujourd'hui seraient clairement de nature juridique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut avec quelqu'un qui a été condamné, mais la personne qui l'a condamné a révoqué l'ordonnance d'exil? Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a été condamné, mais la personne qui a émis la condamnation a été généralement répudiée et on a complètement abrogé tous ces décrets, mais on a donné 2 ans pour les gens affectés de se présenter pour bénéficier, il a manqué les délais. Il y a 2 choses qui surprennent, ou une chose qui surprend et l'autre chose qui est tout à fait contemporaine et dont il faut parler comme problème de droit généralisé. Première chose qui surprend, c'est qu'on envoie tout cela à l'empereur pour décider. Jamais on ne songerait soumettre un cas comme ça. Quelqu'un a été gracié, mais la personne qui l'a gracié peut-être n'avait pas l'autorité, ce n'était pas la bonne personne. On va soumettre ça au Premier ministre, on va soumettre ça au gouverneur général, impensable, n'est-ce pas? Ou à la reine en Angleterre, impensable. Ce n'est pas elle qui va décider d'une chose pareille. On ferait une référence à la cour, on saisirait un juge de la question. Mais là, c'est l'empereur. Et ce qu'il faut dire au sujet de l'appel à l'empereur, c'est jusqu'à quel point Pline est sujet loyal. C'est vrai que c'est un homme libéral. En lisant ses lettres, c'est un homme tolérant, c'est un homme ouvert d'esprit. Ce n'est pas un homme qui dénonce facilement, ce n'est pas un homme qui est l'instrument de l'empereur, mais il est vraiment, vraiment loyal à cet empereur et à l'idée que l'empereur peut tout faire.
Comment expliquer cela? Mais d'abord, au XXe siècle, nous avions beaucoup de gens qui étaient très libéraux, très ouverts d'esprit, par exemple, disons dans les pays de l'Est, tout ça, mais qui étaient tout à fait loyaux à l'idée du socialisme. Bien sûr, ce n'était pas eux qui allaient appeler en disant « mon voisin a dit quelque chose », mais qui croyaient fermement dans les biens que tout cela faisait. Mais deuxièmement, il faut le placer dans le contexte de quelqu'un qui avait quand même vécu pendant le règne des Domitiens, le tyran total, l'homme qui a tué la moitié des sénateurs, où c'était l'arbitraire pur. Je pense qu'il tenait à Trajan, parce que Trajan n'était pas du tout arbitraire. Ce n'était pas du tout une chose dangereuse de se présenter devant Trajan pour dire « j'ai quelque chose à vous dire, sire ». Il accordait ou n'accordait pas, mais il ne tranchait pas la tête de la personne qui venait le voir. Mais dans le cas de Pline, on voit comment il est différent. Mais l'autre question nous fascine toujours. Si le droit n'est pas juste, ou s'il y a une question de procédure, quelqu'un a manqué un délai de 2 ans pour faire révoquer sa sentence, mais la sentence est injuste. La personne qui l'avait imposée était un tyran dont on a révoqué toutes ces injustices. Alors, si on a manqué un délai d'appel, est-ce qu'il n'y a rien à faire? Il y avait une cause dans le Texas où la juge a refusé d'arrêter une exécution parce qu'elle a trouvé que l'appel avait été logé une journée en retard. À mon avis, ça me donne un frisson. Et voilà, les Romains faisaient face au même problème. Aujourd'hui, dans tous les journaux, vous pouvez voir l'histoire du garçon iranien qui a été adopté par sa famille, mais où le père a obtenu la résidence chez nous, au Québec, quelques jours avant le jugement final d'adoption. Alors ils disent qu'il ne peut pas être reconnu comme enfant adopté parce qu'il aurait fallu passer par l'adoption québécoise. Mais là, il y a un enfant qui est adopté, qui n'a pas d'autre famille, etc. Il serait facile, n'est-ce pas, de dire, il y a 20 ans, tout le monde l'aurait dit, on va passer à côté du règlement, on va dire que ce n'était pas l'intention du règlement de faire ça. Mais aujourd'hui, non, le Québec répond, le bureau d'adoption, en disant, on va parler latin, dura lex sed lex. La loi est peut-être cruelle, mais c'est la loi. Le règlement doit être exécuté à la lettre, et c'est ça qui est arrivé chez Pline. Et Pline ne rechignait pas, il soumettait ça à l'empereur parce qu'il comprenait l'injustice, mais il se soumettait quand même. La réponse que je donne, c'est que ça, c'est une question, il y a un balancier chaque fois. Il y a des époques où nous avons tendance à agir avec équité, peu importe la lettre de la loi, c'est ma préférence. Moi, je dirais avec Lord Denning qui a dit « chaque fois que le droit est en danger de commettre une injustice, une façon doit être trouvée pour éviter l'injustice. » Il y a d'autres gens qui disent ça, c'est de l'arbitraire et il faut exécuter la loi. De nos jours, il y a une cruauté évidente dans notre exécution des lois. Regardez ce qui arrive, valeurs mobilières, Revenu Québec, Revenu Canada. Maintenant, nous voyons les adoptions du Québec, l'application des règlements municipaux. Les gens ne veulent pas reconnaître des exceptions. C'est ma position que la désobéissance ou une façon de trouver les exceptions, c'est l'élément clé de tout système de droit juste. Je pense que Pline nous a parlé de ça. Il était troublé par la possibilité de commettre une injustice, mais lui, il avait une façon mécanique de résoudre le problème. On soumet la question à l'empereur qui est bon, qui comprend, ce qu'il va décider sera nécessairement bon. Nous n'avons pas, heureusement, cet échappatoire. Donc,
nous faisons face aux mêmes problèmes tous les jours. Et moi, je vous dis, faisons attention. Chez nous, depuis 2 ou 3 ans, une nouvelle cruauté s'installe. Il faudra empêcher cette cruauté d'exécution de la loi. À Rome, on avait la même chose et on avait un échappatoire très fragile et peu fiable. Alors voilà les lettres. L'homme est l'empereur, l'homme politique, l'homme d'une époque où on avait un empereur relativement bon après des monstres style Domitien, Néron, Caligule, et c'est ça que ça donnait. Merci. Livre 10, lettre 96 à Trajan. Je me suis fait une règle, maître, de te soumettre toutes les questions qui m'embarrassent. Qui pourrait mieux que toi m'orienter quand j'hésite ou m'éclairer dans mon ignorance? C'est la première fois que je fais une enquête sur les chrétiens. Je ne sais donc ni quelle procédure suivre, ni quelle peine est dictée. Voici ce qui m'embarrasse surtout. Faut-il tenir compte de l'âge ou traite-t-on les jeunes enfants comme les adultes? Accorde-t-on le pardon à ceux qui se repentent ou un chrétien ne gagne-t-il rien à cesser de l'être? Punit-on le nom de chrétien même sans qu'il y ait scandale ou les scandales attachés à ce nom? En attendant, voici la règle que j'observe à propos des chrétiens qui me sont dénoncés. Je leur demande s'ils sont chrétiens. S'ils avouent, je leur pose une deuxième, une troisième fois la question, en les menaçant de mort. S'ils persistent, je les envoie au supplice. Quelle que soit la signification de leur aveu, je suis sûr au moins d'une chose, ils méritent d'être punis pour leur entêtement et leur obstination opiniâtre. Certains prévenus, victimes du même égarement, ont été envoyés à Rome puisqu'ils étaient citoyens romains. Les dénonciations se sont multipliées. Avec le progrès de l'enquête, comme il arrive souvent, on a affiché une longue liste anonyme. Ceux qui affirment qu'ils ne sont plus chrétiens ou ne l'ont jamais été, qui invoquent les dieux selon la formule que je leur dicte, brûlent de l'encens et versent du vin devant ton image placée exprès parmi les statues des dieux et vont jusqu'à insulter le Christ, puisque ce sont des comportements impossibles à obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, d'après ce qu'on dit, ces gens-là méritent, à mon avis, d'être relâchés. Certains de ceux qui sont dénoncés comme chrétiens avouent puis reviennent sur leurs aveux. D'autres admettent qu'ils l'ont été, mais que c'est fini depuis 3 ans ou plus, parfois même depuis 20 ans. Tous ont sacrifié devant ton image et les statues des dieux et ont insulté le Christ. Ils disent que leur seule faute ou leur seule erreur est de se réunir un jour de la semaine, avant le lever du jour, de réciter ensemble ou à tour de rôle des prières en l'honneur du Christ qu'ils considèrent comme leur Dieu. Ils s'engagent solennellement à ne pas accomplir d'actes criminels, à ne pas voler ni détrousser de voyageurs, à ne pas pratiquer l'adultère, à ne pas trahir leur parole ni nier un dépôt devant la justice. Ils avaient l'habitude, une fois la cérémonie terminée, de se séparer et de se réunir à nouveau pour prendre un repas. D'ailleurs, simple et inoffensif. Ils ont cessé de le faire depuis que j'ai proclamé, selon tes instructions, que tout rassemblement était interdit. Pour connaître la vérité, j'ai cru très important de soumettre à la torture 2 servantes qui passaient pour pratiquer ce culte. Mais je n'y ai découvert qu'une mauvaise superstition portée à l'excès. J'ai donc suspendu l'enquête pour te demander conseil. C'est une affaire qui mérite que je te consulte, à mon avis, ne serait-ce qu'à cause du nombre des prévenus. Oui, il y a et il y aura beaucoup d'accusés de tout âge, de tout rang et des 2 sexes. La secte gagne non seulement les villes, mais aussi les bourgades et les campagnes. Sans doute n'est-il pas impossible d'enrayer l'épidémie et de guérir le mal. En tout cas, les temples, où l'on n'allait presque plus, accueillent à nouveau du monde. Les sacrifices, supprimés depuis un certain temps, reprennent et la chair des victimes qui ne trouvaient que de rares acheteurs se vend partout. De là, on peut juger quelle quantité de gens peuvent être ramenés de leur égarement si l'on fait grâce au repentir.
Livre 10, lettre 97, réponse de Trajan. Mon cher Pline, tu as bien fait d'examiner à fond la situation des chrétiens déférés à ton tribunal. Établir une règle générale valable dans tous les cas est impossible. Il n'y a pas lieu de s'acharner contre eux. Ceux qui ont été dénoncés et persistent dans leur erreur doivent être punis. Toutefois, celui qui affirme qu'il n'est pas chrétien et le prouve sans ambiguïté, c'est-à-dire en adorant nos dieux, doit être relâché, même s'il a été soupçonné autrefois. Quant aux accusations anonymes, elles ne doivent jouer aucun rôle dans quelque accusation que ce soit. C'est un procédé d'un détestable exemple et qui n'est plus de notre temps. Livre 3, lettre 9 à Cornelius Minicianus. Je peux maintenant te raconter toute la peine que m'a coûté la défense des intérêts de la Bétique. L'affaire passablement embrouillée a été plaidée en plusieurs épisodes et sur des registres différents. Pourquoi différents registres? D'où vient cette complexité? Caecilius Classicus, un individu méprisable qui ne cachait pas son jeu, avait exercé le proconsulat en Bétique avec autant de brutalité que de rapacité. C'était l'année où Marius Priscus était en Afrique. Priscus est originaire de Bétique, Classicus d'Afrique, d'où cette boutade assez spirituelle qui circulait en Bétique, car bien souvent le malheur donne de l'esprit. Débarrassé d'un escroc, j'en ai reçu un autre. Mais Marius Priscus fut poursuivi officiellement par une ville seulement et par quelques particuliers. C'est toute la province qui s'est retournée contre Classicus. Une mort providentielle ou volontaire lui a permis d'échapper au procès. Des bruits ont couru sur sa mort, mais il paraît difficile de les croire. S'il est permis de penser qu'il s'est donné la mort parce qu'il lui était impossible de se défendre, on peut être surpris qu'il ait échappé à la honte d'une condamnation en se donnant la mort, alors qu'il n'avait pas eu honte de commettre les actes condamnables qu'on lui reprochait. La Bétique a maintenu sa plainte, même après sa mort. C'est un cas prévu par la loi, mais tombé en désuétude et remis en vigueur à cette occasion après une longue interruption. Les habitants de Bétique précisèrent que les poursuites concernaient également ceux qui avaient travaillé avec et pour Classicus et réclamèrent une enquête nominative sur ce qu'ils avaient fait. Je défendais les intérêts de la Bétique avec Luceius Albinus, un orateur puissant et éloquent. Nous étions déjà liés auparavant, mais cette collaboration resserra encore nos liens. La gloire est une chose qui ne se partage pas, surtout dans notre travail. Entre nous, pourtant, il n'existait aucune compétition, aucune rivalité. Attelés à la même tâche, nous ne travaillions pas pour nous. La cause que nous défendions était si grave et si importante qu'il semblait impossible de faire porter à une seule personne une si lourde charge. Nous craignions que le temps, la voix ou le souffle ne viennent à nous manquer si nous regroupions tant de griefs, tant d'accusés. Nous redoutions aussi de fatiguer l'attention des juges et même de leur brouiller les idées avec tous ces noms et tous ces procès. En outre, si nous pardonnions à l'un, les autres risqueraient d'en profiter. Et à la faveur de la confusion, tout le monde bénéficierait de l'indulgence générale. Enfin, les personnages importants pouvaient en quelque sorte sacrifier les seconds plans et les faire punir à leur place. En effet, la faveur et l'intrigue ne sont jamais si fortes que lorsqu'elles se cachent sous une fausse vérité. Nous voyions que le seul moyen de venir à bout de cette masse d'accusés était de les affaiblir un par un. Nous avons décidé d'établir d'abord la culpabilité de Classicus. Il serait facile d'étendre l'enquête à ceux qui avaient travaillé avec lui et pour lui. On ne pouvait en effet prouver le rôle qu'ils avaient joué tant que sa culpabilité n'était pas établie. Nous avons immédiatement associé à la cause de Classicus celle de deux complices, Baebius Probus et Fabius Hispanus, qui avaient des appuis. Hispanus, de plus, était bon orateur. Pour Classicus, la tâche était facile. Il avait noté de sa main quelle somme il avait reçue en échange de chaque objet, de chaque affaire.
Il avait envoyé à l'une de ses tantes une lettre où il se vantait et triomphait en ces termes. « Bravo, bravo, je rentre libéré de mes dettes. Je viens de gagner 4 millions de sesterces sur le dos de la Bétique. » Hispanus et Probus nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Avant d'exposer les griefs retenus contre eux, il m'a paru nécessaire de prouver que l'obéissance aux ordres pouvait être une faute. Si je ne l'avais pas fait, il ne servait à rien de dénoncer leur complicité. Dans leur défense, ils reconnaissaient les faits, mais réclamaient l'indulgence en plaidant à la nécessité. Comme provinciaux, ils étaient soumis à l'autorité des proconsuls. Voici le résultat de notre action. Le Sénat décida de mettre à part les biens qui appartenaient à Classicus avant la province pour les laisser à sa fille. Les autres seraient rendus à ceux qui l'avaient spolié. On ajouta que les sommes versées à ses créanciers seraient restituées. Hispanus et Probus furent condamnés à 5 ans de relégation, tant la complicité qu'on hésitait au début à considérer comme un motif d'accusation fut sévèrement jugée. À l'audience suivante, nous avons préféré regrouper plusieurs accusations pour éviter d'affaiblir l'équité et la sévérité des juges si l'enquête durait trop longtemps. Les derniers prévenus, gardés pour la fin dans cette intention, étaient moins importants, à l'exception de la femme de Classicus, soupçonnée sans preuve suffisante. Aucun soupçon sérieux non plus contre sa fille, qui figurait parmi les accusés. Quand elle se présenta à la fin de l'audience, comme il n'y avait plus à craindre à la fin du procès comme au début d'affaiblir l'accusation, j'ai cru de mon devoir de ne pas l'accabler injustement. Je l'ai dit franchement, avec différents arguments. Tantôt, je demandais aux délégués si, parmi les chefs d'accusation, il y en avait seulement un qu'ils puissent prouver par des faits. Tantôt, je consultais les sénateurs. Fallait-il que j'utilise mon éloquence comme une arme pour poignarder une innocente? Voici la conclusion de mon discours. On dira, c'est donc toi le juge? Non, je ne suis pas juge, mais je n'ai pas oublié que ce sont les juges qui m'ont choisi comme avocat. Ce long procès se termina par l'acquittement de quelques prévenus, un plus grand nombre de condamnations, des relégations d'une certaine durée ou à perpétuité. Dans son avis officiel, le Sénat rendit le plus bel hommage à notre travail, notre honnêteté et notre ténacité. C'était la seule récompense qui puisse couronner une telle tâche. Tu peux deviner ma fatigue après toutes ces plaidoiries et tous ces débats, avec tous les témoins qu'il fallait interroger, encourager, réfuter. Et puis, quelle tâche ingrate, quel ennui de dire non aux amis de tous ces accusés qui vous sollicitent en secret, de lutter contre ceux qui vous attaquent ouvertement. Je citerai une de mes réponses au hasard. Comme certains des juges s'adressaient personnellement à moi en faveur d'un accusé très influent, je leur répondis « Son innocence sera aussi bien établie à la fin de mon exposé. » Tu imagineras quelle pression et même quelles attaques que j'ai subies. Mais elles se lassèrent vite. La bonne foi blesse sur le moment ceux qu'elle gêne. Elle est ensuite reconnue et encensée par ces mêmes personnes. Je ne pouvais mieux t'introduire au centre des débats. Et tu me diras, bon, ce n'était pas la peine, qu'ai-je donc à faire d'une si longue lettre? Dans ce cas, ne me demande pas constamment ce qui se passe à Rome. Dis-toi plutôt que la lettre est trop courte pour exposer tant d'audiences, tant d'enquêtes, tant de prévenus et tant de procès. Je crois t'avoir fait un rapport aussi bref que complet.